panel de ce jour porte sur économie et environnement. Un monde pacifique, résilient et durable implique entre autres un monde où l'énergie durable est utilisée pour transformer les vies et la planète, positivement évidemment. Un monde où l'on fait plus et mieux avec moins. Un monde où les objectifs communs nous permettent de faire de la planète le meilleur endroit pour tous pour vivre en harmonie. Malheureusement, malgré les efforts de chaque jour, il semble que ce but reste encore un peu lointain. À travers les différentes interventions de qualité que nous suivrons tout à l'heure, nous naviguerons à travers les changements climatiques, leur impact et les rôles des organismes internationaux dans la lutte contre ce phénomène qui menace notre quiétude, la transition ainsi que la finance qui est le bras armé est souvent une principale limite à nos actions. Notre premier illustre intervenant est un féru de la finance. Diplômé en finance et aussi en administration des affaires, respectivement à l'Université Webster et à l'École des hautes études commerciales de Montréal. Notre panéliste apporte sa pierre au développement depuis une trentaine d'années à travers l'élaboration de stratégies, politiques et directives au niveau institutionnel des pays et des communautés économiques régionales, l'élaboration de programmes et projets d'investissement publics et privés, la supervision et le suivi de la mise en œuvre de programmes-projets et l'engagement de dialogues de haut niveau. Sa carrière s'est déroulée essentiellement à la Banque africaine de développement, où il a été directeur général adjoint par intérim et chef de la division d'appui à la mise en œuvre des opérations du bureau régional de la BAD chargé de l'Afrique du Nord, avant d'être aujourd'hui le responsable pays du bureau national en Égypte. Merci d'accompagner au lutrin M. Abdourahmane Diao, qui va nous entretenir sur le rôle de la BAD dans une croissance durable et résiliente en Afrique. Monsieur Diao. Merci, Madame, pour cette présentation. D'abord, je commencerai par remercier donc, les responsables de l'Université Senghor de m'avoir donc associé à cet événement, d'avoir associé la Banque africaine de développement. Et pour moi, c'est la participation vraiment revêt un cachet particulier. Donc, en étant sénégalais, c'est toujours donc mon pays. Je pense a toujours donc essayé de promouvoir et de jouer un rôle de premier plan dans la promotion de la langue française. Je pense que tout Sénégalais donc a un lien particulier avec cette université donc qui porte le nom du premier président du Sénégal. Je voudrais aussi dire que la Banque africaine de développement fait cette année ses 60 ans. Donc, durant ces 60 dernières années, donc, nous avons essayé, nous avons eu comme mission de promouvoir une croissance économique et une réduction de la pauvreté durable en Afrique. Nous avons beaucoup fait, pas seuls. Donc, je ne vais pas donc, citer tous les financements que nous aurons pu mobiliser donc, pour aider à la promotion de la croissance économique en Afrique et à la réduction de la pauvreté. Et pour ce faire, nous avons voulu mettre en place une stratégie laquelle donc, vise à remédier à la fragilité et à renforcer la résilience en Afrique. Je pense qu'il y a une parfaite adéquation, à mon avis, entre la stratégie décennale qu'au niveau de la Banque africaine de développement, nous essayons de mettre en place et le thème de ce colloque. En fait, nous avons au niveau donc, de la Banque africaine de développement, pour opérationnaliser cette stratégie, nous avons donc 5 priorités opérationnelles. Je pense que nous avons voulu être sélectifs pour être mieux focalisés donc, sur le développement. La première priorité, c'est éclairer l'Afrique. La deuxième priorité opérationnelle, c'est nourrir l'Afrique. La troisième, industrialiser l'Afrique. La quatrième, intégrer l'Afrique. Et la cinquième, qui est une priorité transversale, qui consiste à améliorer les conditions de vie des populations en Afrique,
en sachant que donc, les 4 premières priorités que j'ai énoncées viennent concourir à améliorer la condition de vie des populations en Afrique. Pour introduire ceux qui ne connaissent pas donc, la Banque africaine de développement, c'est une émanation donc, de l'Union africaine. À l'époque, c'était l'OUA, l'Organisation de l'Union africaine. Et les 54 pays africains donc, de l'Afrique sont membres de la Banque africaine de développement. À cela s'ajoutent 27 autres pays d'Europe, des Amériques et du Moyen-Orient. Ce qui fait que la banque, c'est une banque africaine, certes, mais qui a un actionnariat qui est international. Comme je disais, depuis que notre création en 1964, nous avons investi des centaines de milliards de dollars pour le développement de l'Afrique. Mais si on devait faire le constat aujourd'hui, c'est que malgré donc, la participation de tous les partenaires au développement et des gouvernements, donc en premier lieu, qui sont les premiers concernés, la situation en Afrique demeure assez préoccupante. Pour citer quelques chiffres, je pense qu'il a été donc évoqué hier, nous avons, d'après nos chiffres, 2,3 milliards donc, de personnes qui souffrent encore de la faim, 940 millions qui n'ont pas encore accès à l'électricité, 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable et 4,5 milliards de personnes qui ne bénéficient pas de financement. Je pense que je vais m'en arrêter là pour ne pas peut-être trop nous déprimer. Mais n'empêche, je pense que la situation s'améliore. Parce que malgré tout, l'Afrique est sur une bonne trajectoire. Si on ne tient pas compte des crises donc, qui affectent le continent de temps en temps, on peut voir quand même que nous sommes sur une bonne trajectoire. Peut-être la croissance n'est pas encore suffisante, mais n'empêche, je pense que nous sommes sur le bon chemin. La dernière bonne nouvelle, c'est que lorsque nous avons fait donc, nos rapports macroéconomiques de l'année dernière, donc, l'Afrique dominait le classement des 20 pays à la croissance la plus forte en Afrique, dans le monde. C'est ça depuis en 2023. Donc, pour dire que nous sommes sur une bonne trajectoire, mais n'empêche, nous avons peut-être faire davantage en termes de croissance durable et résiliente. D'où mon propos d'aujourd'hui. Je pense que je voudrais donc aborder donc, le thème de ce colloque sous l'angle donc de la résilience aux facteurs de fragilité et comment donc pour mettre en place les conditions nécessaires pour un monde pacifique, résilient et durable. Donc, mesdames, messieurs, chers participants, alors qu'on est d'accord que l'Afrique poursuit son chemin de développement, de la croissance et de la prospérité, plusieurs pays du continent luttent encore contre les impacts de conflits, de la fragilité et du changement climatique. Sans intervention, ces pays risquent fortement d'être laissés pour compte. Je pense que ça a été donc évoqué hier, lorsqu'on parlait des ODD, les objectifs de développement durable, faire en sorte de ne laisser personne au bord de la route. Je pense que ça, c'est un credo qui nous concerne tous et dont on doit s'approprier. Donc, je disais que la fragilité des économies africaines freine le développement de notre continent, affaiblit les capacités gouvernementales, décourage les investissements, freine aussi la création d'emplois. Elle est la source majeure donc, de lacunes en termes d'accès aux infrastructures et aux services essentiels pour les populations qui en ont urgemment besoin. Donc pour nous, au niveau donc, de la Banque africaine de développement, ayant identifié la fragilité comme un frein, donc nous avons essayé de mettre en place une stratégie pour s'attaquer aux facteurs de fragilité qui sapent les économies africaines. Et pour ce faire, nous avons donc mis en place, j'avais parlé donc de la stratégie décennale de la banque. Pour rappel que la stratégie décennale de la banque donc, vise à remédier à la fragilité et à renforcer la résilience en Afrique. Donc cette stratégie donc, aborde courageusement les causes profondes des crises plutôt que de simplement traiter les conséquences.
parce que nous sommes d'avis que, oui, traiter les urgences, mais n'empêche adresser, donc, prendre en compte les causes profondes de fragilité qui, à notre avis, donc, impactent négativement donc, sur les trajectoires de développement de nos pays. Que dit cette stratégie, en fait? Elle reflète la nécessité d'aller au-delà des réponses aux crises pour adopter une approche systémique de renforcement de la résilience. Elle reconnaît que la fragilité a de nombreuses racines, liées à l'isolement géographique, aux économies sous-développées, aux institutions faibles et de plus en plus aux impacts du changement climatique. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de facteurs qui concourent à fragiliser les économies africaines. Donc, la Banque reconnaît que la résilience doit être construite à de nombreux niveaux, par des communautés plus saines, des économies dynamiques et diversifiées, des institutions responsables et une coopération régionale pour relever les défis communs. C'est-à-dire ici qu'il y a un ensemble de parties prenantes impliquées et concernées qui doivent agir de concert pour prendre en compte la question de la fragilité des économies africaines. Et nous, qu'avons-nous fait au niveau donc, de la Banque africaine de développement? Parce que nous positionnons comme la première institution de financement de développement en Afrique. Nous nous sommes engagés à investir systématiquement et à renforcer la résilience en renforçant les capacités institutionnelles, en fournissant un soutien ciblé au développement des infrastructures économiques et à mieux servir, tout en mieux donc, voilà, l'effort économique et au service public, tout en stimulant donc l'investissement privé. Donc l'idée, c'est d'aider à mettre en cadre donc un cadre propice, faire les investissements et aussi renforcer les capacités. Donc nos investissements contribuent à renforcer la résilience des communautés, en améliorant l'accès aux marchés et aux services essentiels. Ils soutiennent les chaînes de valeur agricoles afin de promouvoir la diversification économique et de réduire la dépendance aux ressources naturelles. Donc, chaîne de valeur agricole, dépendance aux ressources naturelles et réduction des inégalités. Je pense que c'est sur ce point-là qu'il faudrait agir donc, pour réduire donc, la fragilité. Et aussi, nous tendons d'adopter des approches à forte intensité de main-d'œuvre afin de favoriser donc, la résilience face au changement climatique. Et en tirant parti des opportunités aussi créées par la zone de libre-échange continentale africaine, nous pensons qu'une des vocations de la Banque, comme je l'ai rappelé dans les priorités opérationnelles, c'est d'intégrer l'Afrique. Et pour ce faire, donc, le développement de la zone de libre-échange est quelque chose qui nous tient à cœur. Et nous pensons que pour atteindre donc, le niveau de développement escompté, l'intégration des économies africaines est une obligation. Nous avons, au niveau de la Banque africaine de développement, essayé de mettre en place des instruments. Notamment, donc, on a mis en place un mécanisme de financement spécifique pour soutenir les pays membres régionaux en situation de fragilité ou en transition vers la fragilité. Et cet instrument est appelé la facilité d'appui à la transition. Nous nous sommes rendus compte que non seulement il y a des pays qui sont affectés directement affectés par la fragilité, mais en fait, il y a un effet de contagion. Donc, il faut aider de manière préventive des pays qui, sans quoi, risquent d'être affectés par des fragilités, donc d'autres pays peut-être limitrophes. Donc, c'est une fragilité de 4,9 milliards de dollars, mobilisés donc pour aider les pays à consolider la paix d'abord, bâtir des institutions résilientes, stabiliser les économies, améliorer la vie des populations vulnérables et poser les bases d'une croissance durable et inclusive. Nous nous sommes donc fermes dans notre engagement au niveau de la BAD pour faire en sorte de garantir la paix et la prospérité pour tous les Africains. Donc, des efforts considérables ont été déployés pour le développement d'approches innovantes, pour mobiliser des financements afin de bâtir des pays plus sûrs et des économies résilientes et plus prospères. Là, je vais donc m'appesantir un peu sur un instrument particulier que nous sommes en train de développer.
et qui s'appelle l'Initiative des obligations d'investissement indexées sur la sécurité, S2IB, qui a été approuvée lors du sommet des chefs d'État de l'Union africaine en février 2022. En fait, l'objectif de ces obligations est de mobiliser des ressources évolutives et flexibles pour aider l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les pays africains à s'attaquer aux causes profondes de l'insécurité en investissant dans la sécurité et en particulier dans les zones touchées par la fragilité et les conflits. Ici, ce que nous essayons de faire, beaucoup de pays investissent dans les dépenses de sécurité parce que, donc, vu donc, le contexte, ce qui fait qu'il y a un effet d'éviction. Toutes les ressources qui devaient être peut-être affectées au développement sont affectées à des dépenses de sécurité. L'idée est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'effet d'éviction, de mobiliser des ressources additionnelles pour faire en sorte que comment prendre en charge les questions de sécurité et de manière concomitante adresser donc, aussi les questions de développement, donc financer donc, le développement des pays. Donc, c'est une initiative qui aide à intensifier la mobilisation et le déploiement des ressources à l'appui des efforts visant à bâtir des pays plus sûrs et des économies plus résilientes et plus prospères. En fait, c'est une initiative donc, qui pourrait saisir les opportunités. Disons qu'il y a une additionnalité dans cette initiative, c'est que nous nous basons sur les programmes gouvernementaux de développement en cours d'exécution ou en cours pour mobiliser des ressources additionnelles et accroître les investissements pour s'attaquer aux causes profondes de l'insécurité et aux poches de fragilité. En se disant que sans des conditions propices, sans la paix, je pense qu'il est illusoire de penser d'atteindre l'objectif d'un développement durable donc, et une croissance résiliente. Je termine pour dire que c'est une initiative, la lutte, donc, faire en sorte de s'attaquer aux facteurs de fragilité. C'est une initiative qui consorte tous les partenaires. Donc, il faut des efforts collectifs et coordonnés. Et pour notre part, nous sommes convaincus que la lutte contre la fragilité en Afrique donc, nécessite l'apport de tout le monde. Donc, l'aide humanitaire et ceux qui s'occupent notamment de tout ce qui est aspect aide humanitaire et la paix. Et que pour ce faire, nous avons développé des partenariats avec des organisations multilatérales et bilatérales, internationales et régionales, ainsi qu'avec des agences spécialisées. Donc, nous nous appuyons sur ces partenariats pour continuer à renforcer notre présence sur le terrain et accroître notre capacité à lutter contre la fragilité dans ses nombreuses dimensions. Pour terminer, je voudrais donc partager avec vous un exemple qui est souvent donné par le président de la Banque africaine de développement. Donc, pour ceux qui connaissent donc, le baobab dans nos pays, donc c'est un arbre emblématique dans beaucoup de nos pays. Et c'est un arbre qui se caractérise par ses dimensions, donc qui a un tronc donc, énorme et vraiment quelquefois de plusieurs dizaines de mètres. Et il est impossible à une personne de faire le tour donc, de ce baobab. Mais si nous nous donnons la main, si plusieurs personnes se donnent la main, donc ensemble, on peut faire le tour du tronc du baobab. Donc l'idée, c'est de se donner la main, faire en sorte que si c'est le baobab qui symbolise le problème, en se donnant la main, nous pouvons faire le tour du baobab et ensemble s'attaquer donc, à tout ce qui est croissance durable, résilience et changement climatique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. On a suivi avec intérêt ce premier exposé du panel. Monsieur, est-ce que c'est Diao? Diao. Ok, donc c'est bien Diao. Donc, à rappeler combien nos économies sur le continent étaient fragiles et combien il était important de travailler à la résilience de ces économies-là et les actions que la BAD mène dans ce sens, en particulier la dernière initiative de la BAD qui vise, en partenariat avec d'autres institutions internationales, à renforcer cette résilience des économies africaines.
Je ne vais pas je vais pas dire plus parce que tout le monde a suivi l'exposé et on va continuer toujours dans la même veine avec la deuxième présentation qui portera sur la finance durable, sa définition, ses enjeux et son rôle et le rôle du secteur bancaire. Alors notre prochain panéliste donc, Andrew Anna, est titulaire d'une licence en économie et d'un master en banque et finance de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. C'est un économiste et analyste financier avec plus de 7 ans d'expérience dans le domaine de l'économie, de la finance et de la gestion des projets avec plusieurs institutions comme la Banque centrale d'Égypte, les banques Audi et Misr, le Forum arabe pour les alternatives. Alors, c'est aussi un analyste de crédit certifié et il s'occupe du portefeuille finance durable au sein de l'Agence française de développement AFD au Caire depuis 2020, un portefeuille de projets de développement avec un montant cumulatif d'environ 1 milliard d'euros. Beaucoup d'argent. Et on espère qu'il va nous dire un peu plus comment est-ce que ces financements-là peuvent contribuer à faire de notre monde un monde résilient et durable. Monsieur Andrew Anna. Bonjour à toutes et à tous et merci pour l'Université de Senghor pour leur invitation. Donc merci beaucoup aussi pour l'introduction. Moi je vais présenter très rapidement en fait la définition de la finance durable et l'enjeu et le rôle de l'AFD. Donc le colloque, le slogan de ce colloque, c'est vers un monde pacifique, durable et résilient. Donc là, on va souligner résilient et comment on peut aider par le secteur de la finance. Donc très rapidement, je vais présenter justement 4 points. Je vais être très rapide, ne vous inquiétez pas. Donc je vais présenter 4 points. Donc, le premier point, c'est la définition. C'est quoi un système financier et c'est quoi le développement durable? Deuxièmement, très rapidement, c'est quoi le développement et la finance? Est-ce qu'il y a vraiment un lien ou pas? Troisièmement, l'AFD et la finance durable. Qu'est-ce que l'AFD fait exactement en termes de finance durable? Et quatrièmement, l'AFD en Égypte avec un petit focus sur le secteur de l'intermédiation financière. Donc, si je commence par le premier point de l'agenda qui est c'est quoi un système financier et c'est quoi le développement durable. Donc, peut-être quand on se pose cette question, en fait, il y a des gens qui pensent que le système financier, c'est que les banques. Alors, ce n'est pas exactement vrai parce qu'il y a tout un écosystème, en fait, ce qu'on appelle un système financier, donc ce n'est pas que les banques. Donc, ce qu'on appelle le système financier, donc, ce sont les banques commerciales, bien sûr, les banques d'investissement, les fonds d'investissement et tout ça, mais il y a aussi les régulateurs, par exemple, les régulateurs du marché bancaire, comme les banques centrales, les régulateurs des marchés non bancaires, comme l'IMF, par exemple, en France, ou le FRA, le Financial Regulatory Authority, par exemple, en Égypte. Donc, on a les banques, les fonds d'investissement, les institutions de microfinance, on a les régulateurs aussi, mais on a aussi tout ce qui est, en fait, tout ce qui concerne les bénéficiaires finaux. Donc, est-ce qu'on vise en fait à financer des PME, par exemple? Est-ce qu'on vise à financer de micro-entreprises, par exemple? Donc, voilà, ça aussi, ça rentre dans l'écosystème d'un système financier. Donc, système financier, c'est avec ce schéma-là, donc c'est tout ce écosystème. Donc là, on a compris c'est quoi un système financier et deuxièmement, on doit comprendre aussi très rapidement c'est quoi un développement durable. Donc vous pouvez prendre des cours et des cours sur le développement durable, c'est quoi la définition et c'est quoi les critères et comment on juge que par exemple ce projet est en lien ou non avec le développement durable. Donc, très rapidement, juste sur un petit slide, c'est quoi le développement durable? Voilà, c'est premièrement de chercher, par exemple, si on parle d'un projet, de chercher un projet qui est, on dit, low carbon, donc qui aide, en fait, ou qui vise à réduire les émissions, les CO2, mais pas que, parce qu'il y a aussi d'autres émissions. Donc, ça, c'est un. Après, si on marche un petit pas, donc ça sera le climate, donc le climat. Donc, voilà, c'est un petit peu l'addition entre tout ce qui est mitigation et atténuation et adaptation. Donc, voilà comment réduire l'émission et comment s'adapter
au changement climatique. Troisièmement, on parle des projets, par exemple, verts, c'est-à-dire voilà, une addition de ces deux, plus d'autres critères environnementaux. Ici, on peut aller plus loin, donc on inclut aussi tous les critères sociaux, de gouvernance et aussi économiques. Donc voilà, ça c'est en gros une petite définition de développement durable. Donc vous voyez, donc on a terminé le premier point, donc c'est rapide. Hein. Donc ça c'est le système financier et le développement durable. Donc peut-être avant de continuer, je vous pose cette question-là. Donc est-ce que le développement, donc une fois qu'on a compris c'est quoi le système financier et c'est quoi le développement durable, est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien? Donc peut-être ceux et celles qui pensent qu'il y a un lien, qui lèvent le main. Enfin, s'il y a un lien. Si vous pensez qu'il y a un lien entre les deux en fait. Ok, donc ce n'est pas la majorité en fait. Ok. En fait, pour tout vous dire, s'il n'y a pas un lien, je n'aurais pas dû être là aujourd'hui. Donc, il y a un lien. Et ce lien, en fait, c'est déjà confirmé par les papiers académiques, mais aussi par les résultats. Donc, on va prendre juste un focus macro avec deux facts que les papiers académiques ont trouvés et une slide sur voilà, un petit perspective micro. Donc, si on parle d'une manière un peu macro, c'est quoi le lien entre développement et finance? Donc, si vous voyez ici, en fait, dans ce diapo-là, en fait, vous allez voir que les pays avancés, les pays en voie de développement, les pays voilà, un peu pauvres, donc du coup, vous allez voir aussi qu'il y a un lien, et un lien quand même très fort, entre le niveau de développement d'un pays et le niveau de développement de son système financier. Donc ça, c'est déjà confirmé par un papier académique publié en 2015. Aussi, sur le plan macro, vous allez trouver que en fait, la qualité de la régulation et la supervision sont très importantes aussi. Ils jouent aussi un grand rôle dans le développement parce que, en fait, si vous voyez aussi ce petit graphe, vous allez trouver qu'il y a une forte corrélation, très forte corrélation entre en fait la stabilité financière, qui est l'objectif final du système financier, avec le développement. Donc voilà, ça c'est deux points macro qui montrent en fait ce lien très fort entre les deux notions, donc finance et développement. Pas que ça, parce qu'il y a aussi au niveau micro un peu, au niveau des projets, au niveau voilà, des PME, des petites et moyennes entreprises et de micro-entreprises quand même. Donc ça aide beaucoup en fait. Ça aide beaucoup. Donc si en fait on donne des financements qui ne sont pas bien sûr très chers aux PME, ça aide en fait à faire deux choses. Un, à leur résilience et deux, aux opportunités. Donc résilience, c'est-à-dire que en fait ils peuvent par exemple, s'ils ont des financements, ils peuvent, par exemple, mitiguer les risques qu'ils peuvent rencontrer. Hein. Par exemple, si on parle de la crise Covid, si on parle de l'impact de la crise ukrainienne, par exemple, sur l'Égypte. Donc, en fait, s'il y a un PME en fait, qui a les moyens financiers, ils peuvent surmonter ces obstacles et arriver à être résilients et survivre, en fait. Donc, ça, c'est un. Et deux, si on parle de l'opportunité, donc là, on parle en fait, de saisir l'opportunité d'avoir accès au marché et de vendre leurs biens et services et d'être autonome en fait. Donc voilà, ça c'est en gros sur le niveau macro, c'est quoi le lien entre finance et développement. Donc là, on a très bien compris c'est quoi un système financier, c'est quoi le développement durable. Après, on a compris est-ce qu'il y a un lien ou pas? J'espère que si je repose la même question, tout le monde va lever les mains. Donc, il y a indeed un lien entre les deux. Et alors, l'AFD, parce que moi je viens de l'Agence française de développement, donc voilà, on va parler de l'AFD. C'est quoi le rôle de l'AFD dans ce domaine des finances durables? Donc, très rapidement, pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'AFD, donc l'AFD, c'est l'Agence française de développement. On est présent dans 150 pays, on travaille avec plus que 3000 collaborateurs et on travaille sur plus que aussi 4200 projets de développement. Donc l'AFD Group, on a 3 entités, donc l'AFD qui travaille avec le secteur public, on a aussi Proparco qui travaille avec le secteur privé et on a Expertise France qui est notre
voilà, expertise. Enfin, on mobilise parfois des experts pour qu'ils travaillent en fait avec nos partenaires ici en Égypte ou ailleurs parfois. Et du coup, donc c'est ça, Expertise France. Donc on a l'AFD, Proparco et Expertise France. Donc c'est quoi notre approche à l'AFD quand on travaille avec le secteur financier? Donc on est bien d'accord que le secteur financier, c'est pas que les banques. Donc on a trois, si vous voulez, trois gros objectifs. Donc le premier, de mobiliser des financements qui sont très concessionnels afin de promouvoir en fait le développement du pays. Donc voilà, ça c'est le point numéro un qui est Access, donc mobiliser des financements qui sont très concessionnels. Deuxièmement, aider en fait les contreparties à faire cette transition-là, à s'adapter au changement climatique, à réorienter leur flux financier vers une trajectoire qui est plus durable. Donc c'est ça la transition. Donc ça c'est le deuxième point. Et le troisièmement, c'est le consolidation. Consolidation, c'est de travailler avec en fait le régulateur, avec une approche qui est plutôt systémique. Donc on travaille sur les lois, on travaille sur les recommandations, les directives en fait que les banques centrales publient en fait pour gérer le secteur, que ce soit le secteur bancaire ou le non bancaire. Donc voilà, ça c'est les trois gros objectifs de l'AFD quand on travaille avec le système financier. Pour arriver à ces trois objectifs-là, on a pas mal des outils. Donc, parfois, on mobilise des prêts très concessionnels. Parfois, on mobilise de l'equity. Ça, c'est plutôt notre subsidiary qui s'appelle Proparco avec le private sector, avec le secteur privé. Parfois, on aide en fait dans les émissions obligataires vertes et les émissions obligataires durables. On a aussi des garanties, des subventions, soit des subventions pour mobiliser de l'assistance technique pour aider nos partenaires, soit en fait d'autres types de subventions que je vais les décrire d'ailleurs quand on prend un projet concret pour que vous ayez en tête l'idée plus claire. Donc voilà, ça c'est en gros l'AFD et c'est quoi notre objectif à l'AFD quand on travaille avec le secteur avec le secteur financier. Donc, quatrièmement, je termine par ce point-là. Donc, l'AFD en Égypte. Un petit focus sur l'AFD en Égypte, avec un petit focus aussi sur le secteur de l'intermédiation financière que je gère à l'Agence française de développement en Égypte. Donc, avant de passer à ça, je vais juste dire deux petits mots sur l'AFD en Égypte. On est présent en Égypte depuis 2006 avec nos activités et nos projets. Donc, on a un portefeuille d'un montant cumulatif de 3,6 milliards d'euros. Donc là, ces chiffres-là, c'est jusqu'à 2022. Donc en termes de présence sectorielle, nous, on est présent sur le secteur d'énergie, le secteur de transport, le secteur de PME et de secteur privé d'une manière générale, mais aussi le secteur de l'eau et l'assainissement. Donc voilà, on travaille quasiment dans tous les secteurs ici en Égypte. Donc on revient vers notre secteur financier parce que c'est notre focus dans cette petite intervention. Donc dans le secteur financier, on travaille avec pas mal de partenaires, donc avec tout l'écosystème comme on a défini déjà, c'est quoi un système financier, donc comment on travaille avec eux. Donc bien entendu, si on travaille avec le système financier, on travaille pas que avec les banques, mais aussi, donc là, aussi les institutions en fait qui travaillent dans ce écosystème, c'est-à-dire la Banque centrale d'Égypte, les régulateurs du marché non bancaire, c'est-à-dire le FRA par exemple, l'agence de développement qui s'occupe du développement des PME en Égypte et qui s'appelle MESMEDA. On travaille avec les banques privées, des banques publiques, commerciales. On travaille avec une agence de garantie, on travaille avec aussi les bailleurs, soit en cofinancement, voilà, donc on travaille avec les bailleurs comme bien sûr l'Union européenne, l'EBRD, European Bank for Reconstruction and Development, on travaille avec la KfW, la Banque africaine bien sûr, Afreximbank, donc voilà, on travaille avec tout ce écosystème-là pour arriver à atteindre nos trois objectifs qu'on a cités en fait dans le slide précédent. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails des projets parce que je peux vous laisser les slides.
Mais en fait, en gros, on travaille. Voilà, si on prend par exemple un exemple d'un projet souverain, donc on peut présenter par exemple le sujet qui est le avant-dernier, qui est octroyé en 2018 avec MESMEDA, Women SME Financial Inclusion Program. Donc là, typiquement, c'est une ligne de crédit de 50 millions avec 1 million d'euros comme subvention. Et l'idée, c'est en fait de financer les PME qui sont soit gérées, soit détenues par des femmes égyptiennes. Donc voilà, ça c'est tout simplement un des projets de développement sur lequel on travaille en Égypte. Aussi, on a pas mal de projets, donc ça c'est les listes de projets, c'est pas la peine de les décrire tous, mais je vais bien juste prendre juste un exemple, je termine par cet exemple-là, qui est un projet phare ici et en Égypte, qu'on a octroyé assez récemment, qu'on a signé juste quelques jours avant la COP 27, qui s'est tenue ici à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Donc, ce projet, il s'appelle Finance in Common, Finance en commun. Et donc, ce projet, en fait, dans le cadre de ce projet, on travaille avec 5 partenaires. Donc, les 3 grosses banques publiques égyptiennes, donc vous savez bien, en fait, Banque Misr, National Bank of Egypt et Banque du Caire. On travaille aussi avec les 2 régulateurs, donc le régulateur du marché financier, le régulateur du marché bancaire qui est la Banque centrale d'Égypte, le régulateur du marché non bancaire qui est le FRA. Et du coup, l'idée en fait ou l'objectif de ce programme, de aligner les flux financiers de ces partenaires, enfin de ces banques, avec en fait les SDGs, les ODD, l'objectif de développement durable. Donc, l'idée tout simplement de dire aux banques, OK, vous allez financer en fait vos clients, OK, mais il faut penser aux critères extra-financiers, pas que les critères financiers, bien sûr. C'est très important que vos clients vous remboursent à la fin, mais après, il faut aussi penser aux critères extra-financiers, aux critères de développement. Donc, c'est ça qu'on fait exactement dans ce projet de Finance in Common, de finance en commun. On mobilise aussi donc, une ligne de crédit en termes de composantes. Voilà, une ligne de crédit de 140 millions d'euros pour les 3 banques. Donc, c'est divisé, pas également, mais 50% NBI, 50% Banque Misr et 50 millions NBI, 50 millions Banque Misr et 40 millions Banque du Caire. Et donc, là, l'idée de cette ligne de crédit, c'est justement de financer les PME, les petites et moyennes entreprises, avec ces critères extra-financiers, donc avec ces critères de développement. Donc voilà, tu vas, comme étant une banque, tu vas financer en fait ces PME. Par contre, tu dois aussi penser aux critères extra-financiers. Est-ce que ces PME, comment ils sont alignés avec les ODD, les objectifs de développement durable. Donc, si on schématise cette composante, voilà, c'est ça en fait les composantes. On a pris en fait les 6 ODD, objectifs de développement durable bancable, et on a fait en fait le lien entre la vision Égypte 2030 et on a dit voilà, vous pouvez financer en fait ces SDGs et voilà les critères qui traduisent ça. Donc voilà, ça c'est la première composante du projet Finance in Common. La deuxième composante, c'est l'assistance technique qui est financée en fait avec des fonds délégués de l'Union européenne de 3,25 millions d'euros. Et donc l'idée de cette composante, tout simplement, c'est d'accompagner les partenaires, en fait, déjà à financer et à utiliser notre ligne de crédit et à financer les PME qui sont en lien avec le développement, bien entendu. Mais 2, c'est aussi de faire des changements à l'intérieur de l'institution. Donc, par exemple, un exemple typique, c'est en fait comment tu peux intégrer le risque, par exemple, climatique, dans ton risk assessment. Donc, comment tu peux intégrer ça dans tes procédures, dans ton policy et tout. Donc, voilà, ça c'est l'idée, en gros, de cette composante d'assistance technique, d'accompagner les banques, d'accompagner les régulateurs vers une trajectoire plus vertueuse. Et donc, si on choisit en fait un schéma qui schématise en fait cette composante d'assistance technique, voilà, c'est ça. Donc, les 5 composantes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ça les 5 composantes de l'assistance technique que nous on mobilise. Et c'est très aligné aussi
avec les directives que la Banque centrale égyptienne publie sur la finance durable. Donc voilà, si vous voulez retenir juste un mot sur cette composante d'assistance technique, c'est accompagner en fait, accompagner les partenaires. Donc voilà, ça c'est la troisième composante. Et la quatrième composante, la dernière composante, et après je termine par ça, c'est investment grants, c'est-à-dire en fait des incentives en fait, ou tout simplement de cashback si vous voulez. Donc c'est-à-dire quoi? Donc, c'est-à-dire en fait une subvention de 10 millions d'euros aussi financée par l'Union européenne. Mais c'est quoi l'objectif? C'est que en fait, si moi j'ai une PME et en fait je demande un crédit de la banque et la banque me met des critères extra-financiers, c'est-à-dire des critères liés au développement, pas que des critères financiers. Ok? Alors pourquoi moi, étant que propriétaire en fait d'une PME, c'est quoi mon incentive en fait? C'est pourquoi moi je dois en fait dire à la banque, ok, je vais faire ça en fait et je vais aller au-delà et je vais en fait intégrer des critères environnementaux et sociaux dans mes investissements. Alors pourquoi? Parce que tout simplement c'est très important pour l'environnement, c'est très important pour le monde entier. Et deuxièmement parce qu'il y a un petit incentive financier, donc un petit cashback. Donc, si par exemple, tu as pris une ligne de crédit en fait, de la banque avec, je ne sais pas, de 100 000 EGP par exemple, ok, quand tu vas rembourser ce prêt, tu vas rembourser juste 90% de ce prêt et pas 100% de ce prêt. Et c'est ça le cashback dont on parle. Donc voilà, cette composante-là, en fait, elle est financée par l'Union européenne avec 10 millions d'euros justement pour cette composante-là de Investment Grant. Donc voilà, ça c'est les trois composantes de notre projet phare Finance Uncommon. Donc très rapidement, ce qu'on a appris aujourd'hui, et là je termine par ça, donc si on voit l'agenda encore une fois, donc là on a compris c'est quoi un système financier et c'est quoi le développement durable. Deuxièmement, donc, il y a un fort lien entre les deux. Troisièmement, on a dit c'est quoi les objectifs en fait, de la FD quand on travaille avec le système financier. Et quatrièmement, on a pris un exemple typique en fait, d'un projet phare qu'on a signé ici en Égypte il y a 2 ans, qui s'appelle Finance en commun. Je termine par ça et merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Hanna. Vous avez fait la synthèse déjà de ce que vous avez présenté. Vous avez terminé par, je vais dire, une initiative ici. Et je suis sûre que beaucoup ont envie d'en savoir plus sur les opportunités que l'AFD peut leur offrir en tant qu'institution, en tant peut-être qu'individu. Et j'espère qu'il y aura des questions sur ça à la fin. Alors, après cette communication, nous restons toujours avec les spécialistes de la finance. Et notre troisième communicateur, il est diplômé en finance de l'Université de Cambridge et en gestion de l'Université libre de Bruxelles. Et après une expérience dans la microfinance au Mali, il a fait une longue carrière, 23 ans exactement, à la Banque européenne d'investissement, où il a été le représentant régional pour l'Afrique de l'Ouest, puis pour le Moyen-Orient. Actuellement, il enseigne à l'Université catholique de Madagascar et accompagne une société égyptienne de conseil dans le développement. L'exposé de M. Christophe Lucet, puisque c'est de lui qu'il s'agit, porte sur économie et environnement. Quel rôle pour le politique? Donc, M. Lucet, on vous laisse la parole. Merci à l'université, à la bibliothèque pour m'avoir invité aujourd'hui. Économie, environnement, quel rôle pour le politique? Il y a le mois passé, j'ai eu la chance de voyager au Bangladesh. Le Bangladesh, pour beaucoup de gens, c'était un cas désespéré du développement. Et pourtant, maintenant, de plus en plus d'économistes de développement étudient ce pays, parce que ce pays a connu une croissance soutenue, son niveau de PIB est maintenant relativement équivalent à celui de l'Inde, grâce largement à l'exportation de vêtements. Et ce qui est quand même assez remarquable, c'est qu'il y a eu, sur les 40 dernières années, une baisse continue de la pauvreté,
Alors, si on regarde la pauvreté absolue, la courbe du bas, on est passé de un peu moins de 40% de pauvreté absolue à moins de 10% maintenant. C'est remarquable. Je trouve qu'il y a beaucoup de pays africains qui aimeraient bien avoir ce genre de résultats. Mais si on regarde la courbe du haut, on voit aussi l'apparition d'une classe moyenne. Il y a maintenant 17% de la population bengali qui a un revenu supérieur à 800 ou 900 $ par ménage. Donc, c'est vraiment un exemple de réussite qu'on étudie de plus en plus. Qu'est-ce qui s'est passé au Bangladesh? Mais le coût environnemental a été élevé. Je me suis pris une super sinusite avec la pollution. Dhaka est dans le top 5 des villes les plus polluées au monde. Et ça, c'est une photo que j'ai prise dans la grande rivière qui traverse Dhaka. Elle est noire, elle est morte. Donc, je trouvais ça un exemple intéressant pour réfléchir, finalement, est-ce qu'une croissance verte est possible? C'est quand même un concept, on nous parle de croissance verte, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a deux concepts qu'on utilise souvent. Le premier, c'est que quand les pays se développent, la pollution augmente, et quand ils deviennent plus riches, la pollution diminue. C'est ce qu'on appelle la courbe de Kuznets pour l'environnement, qui était initialement développée pour les inégalités. Et c'est vrai que les villes des pays riches sont en général plus propres que les villes des pays émergents ou des pays pauvres. Et l'autre concept, c'est le découplage. C'est-à-dire qu'il est possible, à un moment, de continuer à croître, mais d'avoir une empreinte écologique qui diminue proportionnellement par un découplage relatif ou qui diminue tout court. On a un découplage absolu. Et donc, ce sont deux concepts qui sont clés pour réussir une croissance verte. Maintenant, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? À part quelques exceptions notables, je pense qu'on est d'accord qu'on vit une crise climatique, que nos défis environnementaux sont majeurs, mais le découplage, il existe, il reste insuffisant. Donc, quand on parle de découplage, on pense aux énergies renouvelables, mais oui, il y a un léger découplage des émissions de carbone, mais on est encore loin d'avoir un découplage absolu. La courbe de Kuznets, elle fonctionne pour des pollutions locales. Quid de la délocalisation, quid du carbone, quid des déchets. Donc, et en plus, quand on a 60% de la population mondiale qui vit avec moins de 10 $ par jour, la croissance est nécessaire. Donc, la croissance verte, ça ne va pas de soi. Il y a une tension entre croissance et environnement. Il y a des arbitrages à faire. Alors, l'environnement, c'est typiquement un bien public mondial, et donc il faut une action collective. Quel est le cadre qui va nous lier, le cadre collectif qui va lier croissance et environnement? On en est aux objectifs du développement durable. Alors, les objectifs, je suis assez grand et ce n'est pas évident. Je me tords pour arriver au micro. Vous m'entendez quand même? OK. Les objectifs de développement, évidemment, on ne peut être que d'accord. Ils reprennent moins de pauvreté, une meilleure qualité de vie, un meilleur environnement, des conditions aussi politiques. Donc, on est tous d'accord avec cette ambition. Maintenant, j'ai repris le texte du site des Nations Unies, 17 objectifs pour sauver le monde. Il nous donne une marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur. Mais quelle est l'hypothèse sous-jacente? C'est qu'il y a moyen de faire évoluer tous les objectifs en parallèle. Et que, finalement, si on a le financement nécessaire, eh ben, ça va aller de soi. Les recettes sont techniques. Et au même moment, en 2015, dont j'ai fait partie pendant longtemps, les banques multilatérales de développement, ont publié un document qui est clé dans la nouvelle architecture de développement. C'est « From Billions to Trillions ». C'est finalement, on a 135 milliards d'aides au développement, on a besoin, par an, on a besoin de 10 fois plus pour arriver aux ODD. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Et là, les recettes qui sont proposées, certaines sont déjà connues, hein, même, je dirais, pour rappeler des bons souvenirs aux plus anciens d'entre nous depuis les ajustements structurels, mobilisation accrue des ressources domestiques, efficacité des défenses publiques, amélioration du climat des affaires, approfondissement des marchés financiers, et là j'ai mis en vert les green bonds dont je reparlerai, et un élément plus novateur qui est le blending ou mixage, dont
mon collègue a mentionné un exemple tout à l'heure. Son dernier projet, c'est un projet de mixage. On mixe des fonds et des subventions. Et l'idée du mixage, c'est de dire, on n'a pas beaucoup de fonds publics, et donc on va essayer d'avoir un effet levier pour attirer ces 1000 milliards de fonds privés nécessaires pour l'atteinte des ODD, au travers d'aides à la préparation et l'amorçage de projets, au travers du partage de certains risques. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Là, j'ai pris l'exemple des infrastructures en Afrique. Mais déjà, quand on regarde en termes de budget, il y avait un document clé de la Banque mondiale qui était publié en 2010. C'était une transformation impérative pour les infrastructures. On chiffrait un besoin d'investissement annuel à 93 milliards de dollars par an, et le déficit était de 31 milliards. 10 ans plus tard, dans le rapport du consortium africain pour les infrastructures, qui est géré par nos amis de la BAD, les besoins sont passés entre 137 et 177 milliards, mais le déficit, il a doublé ou triplé. On est entre 59 et 96 milliards. Quand on regarde les résultats en termes d'accès pour la population africaine, 59% de la population africaine a accès à l'eau potable, 43% à l'électricité, moins de la moitié de la population rurale a accès à une piste toute saison. Alors la téléphonie, c'est pas mal, 80%. Donc voilà, il y a encore du chemin. Et quand on regarde le contexte, nos États se sont réendettés. On est dans une nouvelle crise de la dette, à cause de chocs externes, mais aussi à cause d'investissements en infrastructures non rentables. Et je reparlerai du bleu un peu plus tard. Sur l'Afrique, document de 2017, donc avant les crises qui ont fait qu'on a des subventions additionnelles dans le secteur de l'énergie, seulement 2 sociétés d'électricité africaines sur 39 couvrent leurs coûts par leurs tarifs. 2, c'est l'Ouganda et Maurice. Pas beaucoup. Quand on regarde maintenant au niveau des ressources financières, alors les obligations vertes ont pris un essor. Pour 2023, on parle entre 900 et 1000 milliards de dollars de fonds levés. Ça représente plus ou moins 15% du total des fonds levés au niveau des obligations. Mais de plus en plus de voix se disent très bien. Mais quelle est la différence de rendement entre une obligation verte et une obligation normale? Pas grand-chose. Il y a vraiment un débat en se disant, mais le rendement, il n'est pas là. Et si la différence de rendement n'est pas là, et si la différence de rendement n'est pas là, quel est l'impact pour le projet sous-jacent? L'autre question, c'est le blending. Le blending, on voit un outil pour arriver à avoir ces 1000 milliards. Dernier rapport disponible, 4,9 milliards levés de fonds privés levés au travers du blending en 2021. C'est modeste. Et plutôt que d'avoir le rapport de 1 à 10, donc 1 public, 10 privé, on a 1 public, 1 tiers privé. Donc tout ça doit nous appeler à la modestie. Pour l'instant, le défi, on n'est pas prêt d'y atteindre, ni en termes de croissance, de réduction de la pauvreté, ni en termes d'environnement. Pour ma question, est-ce qu'il ne faut pas changer de paradigme? Je vais reprendre l'exemple de l'électricité. Les tarifs, budget couvrant les coûts pour pérenniser les investissements. Mais c'est quasi jamais le cas. Les entreprises sont déficitaires, sont subventionnés une fois de temps en temps, et donc il y a des coupures. Et donc, on vous parle d'élargir l'accès à accès universel. Chaque client supplémentaire vous coûte de l'argent. C'est réaliste. Est-ce qu'on ne doit pas plutôt se dire, je vais aller financer, j'en fais à Madagascar, mes entreprises exportatrices de vêtements? Est-ce qu'on ne va pas plutôt financer les entreprises et avoir un cercle vertueux? Augmentation de la croissance, augmentation des ressources pour l'entreprise, des impôts pour l'État. Alors, on voit que dans ce cas-là, l'impact sur l'environnement vient après, mais là, le découplage peut avoir un impact. Il y a des technologies maintenant qui sont disponibles en termes de production verte qui offrent une alternative économiquement rentable. Donc,
plutôt que d'avoir cette espèce de linéarité sous-jacente au niveau des ODD, en disant, voilà, et on va tous nous mettre les ODD et mettre les chiffres qu'on a dessus, est-ce qu'on ne doit pas penser de façon stratégique? Stratégique, ça veut dire prioriser. Stratégique, ça veut dire aussi faire des choix politiques. La politique, ce n'est pas uniquement le panel précédent. La politique, c'est aussi dans l'économie. Et quand on fait, si je choisis de financer mes entreprises, de mettre de l'électricité au niveau de mes entreprises, plutôt que de le mettre en des quartiers résidentiels ou plutôt que de le mettre en rural, c'est un choix éminemment politique. Ce n'est pas un choix technique. Le problème du politique, c'est si vous le mettez de côté, il revient. Et il ne revient pas de la meilleure façon, il revient en termes d'instabilité politique. On le voit au Sahel, on le voit en Europe et on voit le populisme. Photo récente en France. Voilà, les exemples sont nombreux. Et là, j'ai trouvé, sur le site du FMI, comme quoi il y a de la discussion au sein du FMI, un blog intéressant qui parle de l'acceptabilité politique des mesures environnementales. Donc, ce blog nous dit, plus l'environnement économique est favorable, plus les mesures sont facilement acceptées. Très bien, jusqu'à là, on est tous d'accord. Mais il nous dit aussi, si le climat social est apaisé, les mesures sont plus facilement acceptées. Et ça, c'est intéressant. Et par climat social, ils disent inégalité sociale faible, dépenses sociales importantes. Et je rajoute efficace. Et aussi, je dis, il faut aussi penser que tous les groupes ne sont pas affectés de la même manière par les mesures. Les agriculteurs, les travailleurs des mines de charbon en Pologne, voilà, ce sont des gens qui sont particulièrement touchés par certains types de mesures. Donc, réfléchir à la dimension politique, à l'impact politique des mesures écologiques qui vont être prises. Alors, pour clôturer, je vais lancer quelques pistes de réflexion. Le premier, c'est que quels que soient les financements innovants, c'est le citoyen qui va payer pour le coût de la transition économique. Il va payer comme consommateur ou comme contribuable. Donc, il est important de comprendre que les impacts ne sont pas les mêmes pour tous. Donc, il faut aller vers une économie politique des mesures écologiques. Le deuxième, c'est la cohésion sociale. Et oui, il nous rattrape, la cohésion sociale. Et là, il y avait hier, dans le Financial Times, un article disant, mais ouais, 2024, élections aux États-Unis et élections en Europe, des élections très chargées, retour du populisme. Mais les programmes, ils sont où? Quels sont les projets de société qui sont proposés par les différents candidats? Beaucoup de politiques politiciennes, mais peu de programmes. Donc il y a vraiment une réflexion. Et là, on lance la balle aux politologues. Quelles sont les implications pour nos systèmes politiques? Et le troisième, c'est de dire le découplage. Ça sera très important pour réussir notre transition climatique. Mais découplage, je veux dire progrès technique. Mais il y a le progrès, mais aussi à qui appartient ce progrès. Donc la question des droits de propriété qui sont attachés. Et là, j'envoie la question de quel est le rôle de la recherche publique. La recherche publique, historiquement, et même pour tous les économistes, a un rôle très important. Je pense qu'il faut y réfléchir. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, en démarrant par l'exemple du Bangladesh, notre communicant a essayé, je vais dire, de nous aider à répondre à la question est-ce que la croissance verte est possible? Je ne sais pas si on a vraiment eu la réponse. On sait, je vais dire, on sait qu'elle est possible, mais est-ce que nous sommes prêts à payer le prix ou est-ce que nous sommes prêts à mettre les éléments en place pour que cette croissance-là soit verte? Je crois qu'on va continuer à en discuter pendant les échanges avec le public, mais c'était un exposé encore très, très intéressant. Et on va continuer avec les prochains. Donc, un monde résilient et durable, c'est un monde où nous réduisons en fait
les effets, les impacts du changement climatique. Et la prochaine présentation, elle va aborder ce thème à travers une étude de cas de l'impact des changements climatiques sur les villes côtières et les efforts du gouvernement égyptien pour réduire ces impacts. Nous avons 2 intervenants qui nous viennent de l'Université américaine du Caire. Le premier, c'est le professeur Yasser El-Chayed, qui a un diplôme en génie minier de l'Université du Caire et un doctorat de l'École des mines de Nancy. C'est un professeur d'ingénierie à l'Université américaine du Caire et l'ancien directeur du Centre d'excellence pour l'eau de cette université. Il fait de la recherche et de l'enseignement dans divers domaines liés à l'ingénierie, la mécanique des roches, la gestion du patrimoine culturel, l'évaluation des risques et gestion de projets. Et depuis 2006, il est très impliqué dans la mise en œuvre, la mise en place de politiques et dialogues euro-méditerranéens sur l'enseignement supérieur, la recherche, la culture, en tant que point focal de programmes euro-méditerranéens en Égypte. Le second, c'est une intervenante, Hind Ismail, qui est titulaire d'un master en développement durable obtenu en 2018 à l'Université américaine du Caire. Et ses travaux, supervisés par le docteur Mohamed Naguib Abou Zaid, qui n'est pas malheureusement avec nous ce matin, avaient porté sur les changements climatiques et leurs impacts sur les villes côtières, une étude des cas à Alexandrie. Elle a plus de 13 ans d'expérience en développement international et a travaillé à la conception et la mise en œuvre de plus de 25 projets de développement avec un financement d'environ 70 millions de dollars. Donc, nous vous donnons la parole et merci. On vous écoute. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Ravi d'être ici encore une fois à la Bibliothèque Alexandrina avec les étudiants et les étudiantes. En fait, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Nour, Hind et moi, c'est ce qui vous sépare de la pause déjeuner. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que nous allons rester avec vous 2 heures, 3 heures. Bon, nous avons le temps. Bon. J'ai apporté mon ordinateur pour être sûr que je peux rester autant que je veux sur le stade. Bon, aujourd'hui, nous allons parler français, mais nous allons parler un petit peu anglais entre-temps avec Hind, qui malheureusement ne parle pas couramment français. Personne n'est parfait, comme d'habitude. Hein. Et puis, comme il fait froid, je vais essayer de mettre un petit peu de mouvement dans la salle parce que, bon, il fait froid. Moi, j'ai froid. Je ne sais pas ce que vous dites, mais bon, j'ai froid. On n'a peut-être pas mangé, mais OK. Donc, je vais allonger. OK. Bon, changement climatique, son impact sur les villes côtières. L'étude de cas sur Alexandrie, c'était le sujet, en fait, de master de Hind à l'Université américaine du Caire. Donc, dans la présentation, il y a plein des informations et des statistiques et des chiffres et des mots. On va pas tout lire, on va pas tout faire. J'espère que cette présentation va être à votre disposition, que vous pouvez la consulter après. Mais bon, je vais quand même lire les lignes directives dans la présentation. Bon, pourquoi les villes côtières? Bien sûr, et le changement climatique. Je crois que c'est une question qu'on peut tous la répondre, ou le répondre. Il y a des ressources riches, très riches dans les villes côtières. Il y a des gens qui vivent. Aujourd'hui, nous allons un risque ou un hasard ou un aléa que ces villes-là disparaître de la carte. Le cas de Bangladesh est un cas aussi très présente sur la scène internationale d'effets de changement climatique, Alexandrie aussi, et bien plein d'autres villes autour de la Méditerranée ou bien dans le monde. J'ai quelques statistiques, nous avons quelques statistiques dans ce paragraphe. On parle de 2,15 milliards de personnes peuvent être, qui vivent aujourd'hui dans les zones côtières. Parmi ces gens-là, il y aura peut-être des gens qui vont être
obligés de se déplacer à cause des changements climatiques s'il y aura un élèvement du niveau de la mer. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans tous les détails et lire tous les mots, mais la présentation sera à votre disposition pour la lire après. Que peut-il s'y passer? Selon les projections, donc nous avons une projection de 2005 qui disent que d'ici 2050, il y aura 7 à 36 cm d'élévation du niveau de la mer. Et bon, ça paraît banal, 7 cm, 10 cm, mais bon, quand on voit ça sur la Terre elle-même, ça a un effet très nocif sur les villes côtières. Et aujourd'hui, on commence à parler même d'une expression nouvelle, les immigrés et environnementaux, environmental migrants, c'est les gens qui vont être obligés à se déplacer de leur maison, immigrer d'une zone à l'autre, d'un pays à l'autre peut-être, à cause des effets d'environnement. Donc cette expression commence maintenant à être dans la littérature, on le lit beaucoup maintenant. Bon, dans ces slides-là, dans ces 3 slides maintenant, nous avons mis, Hind spécialement, a mis quelques indications de changement climatique. Quels sont les effets de ce changement climatique et quelles sont les percussions sur notre vie. Température, bien sûr, précipitation. Et quand on parle de température, on ne parle pas de température élevée, mais on parle aussi de température baisse. Moi, j'ai fait une étude avec les élèves à l'université américaine sur la température sur le Caire dans les 2010 jusqu'au 2022, et on s'aperçoit que, bon, il y a bien sûr une élévation de température dans les mois d'été, mais une baisse de température dans les mois d'hiver. Donc, c'est vraiment, on va vers les extrêmes, hein, extrême maximale, extrême minimale. Précipitation aussi, bon, la précipitation change, et si vous vivez à Alexandrie depuis 4 ou 5 ans, vous allez apercevoir qu'il y a aussi un changement dans la précipitation. Moi, je vis au Caire et je m'aperçois aussi, par rapport au temps quand j'étais petit, il y a aussi un changement de précipitation et dans le temps aussi. Donc, est-ce qu'il pleut au mois de novembre, au mois de janvier, au mois de février, au mois de mai? Ça change beaucoup, au moins au Caire. On parle aussi d'élévation accélérée au niveau de la mer, le vent. On ne pense pas beaucoup, mais le vent a un effet très nocif aussi sur notre vie. Au Caire, il y a 2 ans, on a eu une tempête, et même l'année dernière, il y a eu une autre tempête de sable qui a fait pas mal des effets nocifs sur le Caire, alors que le Caire n'est pas une ville côtière. L'humidité aussi, bon, il y a beaucoup de choses dans le changement climatique, parce que un problème que je m'aperçois moi-même, même quand j'ai parlé avec mes étudiants, c'est que quand on parle de changement climatique, ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est l'échauffement de la Terre. Mais le changement climatique, c'est bien au-delà de ça. C'est l'échauffement de la Terre, mais c'est aussi le changement climatique, c'est aussi le changement de température, c'est aussi les vents, c'est aussi l'humidité, c'est plein d'autres choses que simplement l'échauffement de la Terre. Maintenant, nous allons rentrer dans le problème de recherche et j'invite Hind à parler, puisque aujourd'hui, selon l'Université Senghor, c'est le jour English Speaking Day. Donc, Hind va parler en anglais un petit peu. Et puis, je reviens à la fin. Et j'ai un test pour vous, pour attirer votre attention. Ce que Hind va parler, moi, je vais faire la conclusion à la fin. Donc, je vais vous tester votre connaissance et votre compréhension de ce qu'elle a dit, elle, à la fin, pour dire, voilà la conclusion de ce qu'elle a dit, Hind, et c'est à vous de me dire si je me trompe ou non. Et j'ai fait des erreurs exprès. Thank you for inviting me here. Okay. And
I will try to somehow be quick and yet informative, okay? So the research problem at that time, it was back in 2018, okay? So this research was like a few years ago. Mainly we choose Alexandria because it's a very influential city and it has huge history and one of the top 10 cities, coastal cities that will be having like threats, climate change threats, mainly the sea level rise and the floods. So this was mainly the research problem that we did. And the objective of the research was to find a way, first to measure the vulnerability, okay, of the residents. What is vulnerability? Do the residents feel the threat? Do they feel that one day their houses might be affected, roads might be affected, the services might be also impacted from the climate change threats? So this was one of the purpose of the research. Additionally is to propose design codes for engineering. But here in the presentation today, I will only focus on the vulnerability of the residents. So the methodology that I did is interviews. I did more than 20 interviews and questionnaires with, for the residents. I barely was able to collect 100 answers, respondents from residents here in Alexandria, and observation during the winter season, where there are a lot of rains and all of this. So these are the themes and the codes of the analysis and the design of the questionnaire at that time. So I was focusing on the perception of the climate change. Do they really understand what is climate change? And do people are familiar with the terminology or not? Also, general information about it, how they are prepared, the adaptation plan in case of there are some risk happening, how they will be solving the issue. For example, access to hospitals during floods, electricity shortage when it happens. Also, the climate change, okay, and the awareness, okay, their awareness about that. So these are the data, the sample of the people whom I interviewed, and they answered the questionnaire. 40% were women, 60 men. The age brackets, we find that the majority who participated in this survey and study is between the age of 31 and 40. And most of them were bachelor degrees and master degrees as well, but bachelor degrees more. Okay, the results. The results were very interesting as at the beginning of the questionnaire, I tried to understand how the respondents feel about the climate change, okay? And especially the sea level rise, okay? Sea level rise, SLR. And how do they see the rule in order to minimize the impact, okay? So first we find that 79 feel unsafe, okay? So they feel that they are vulnerable to threats where they live. And the majority, the 52%, feel that sea level rise will badly affect the community, okay? Either their neighborhood or their premises, their house, okay? In less than 25 years from now. Also, their information is from social media, which is Facebook, and the platforms like Twitter, Instagram, about the climate change and the threats which happen, okay? Okay, this is, the questions were also built on a likability scale, okay? This is like between strongly agree, strongly disagree, and they have to choose in between, just to measure, to be somehow accurate, okay? To how they feel and to find an accurate answers. So the likability scale here, so we find that, for example, when I asked them about their information and their knowledge, mainly, some of them see that there is a serious problem, okay, about the climate change and the sea level rise, and there is a negative coastal impact which will happen in Alexandria.
but they don't trust the government's data. Okay? They only get the data from social media, but not from anything published by the government. And they feel that the current Egyptian climate change strategy is not clear to them because they do not understand how they will be able to adapt and how they will be able to rescue themselves and rescue their community in case of this threat. So this might be a good research for any of the students attending now, just to investigate what's happening now. And at the same time, 78 agreed that there are already existing building, okay, environment events that happening, okay, because some people say that there's nothing called climate change. It's few rains. No, there are people, they believe 78% agreed that there are already environmental events happening around. And for that, the last 10 years, Alexandria has been witnessing strange and increased rains, okay, in the amount of rains happening and the incidents and floods. When asking about how, okay, after the rains and after the climatic threat that you feel, what are the changes that you observe? So they observed that they can see more erosions in the buildings. They can see shortage in clean water in some of the areas, unsafe accessibility in some of the roads, and also electricity cut-off. And I think the electricity cut-off, it happened back 6 years ago when there used to be electricity, huge floods, and there are some people even died in the streets at that time. As for the climate change preparation, the majority strongly disagreed that the efficiency of the current infrastructure will be able to face any climatic threats happening in the future, like the barriers and the dams that's currently in the place. They also strongly disagreed that the local emergency during the events exist, like, for example, ambulance, access to hospitals. So when we asked them about the adaptability, their adaptation plan, given the special nature of Alexandria, they said that they are willing, and people are happy even to pay more money to go for the retrofitting. Retrofitting is to get the old building, to modernize it, to be more efficient in terms of energy, to harvest water, collect water, the rains, and all of that. Try to, not to like execute the building, but to keep it, but retrofit it, make it more modern to be able to, it's like a skin, like it's, I don't want to go very scientific. You know retrofitting or not? Yeah, okay. So it's the retrofitting. And even they are willing to pay tax for, more tax for the buildings and to pay insurance for the buildings, okay? So this is one of the things that we were thinking to propose about the insurance of insurance scheme for such buildings. Okay. Also, they think that they have a role in the community, and they should be more engaged and proactive. So, as you can see here, the finding of the study reveal and confirm that they want to be engaged among the public speakers and the policymakers to change some of the regulations happening and taking place. Also, they want to, they feel quite engaged. Only 4% see that it's a government job. However, the majority, as you can see, 42% and 30%, they see themselves having an impact and they should be involved in the decision-making and decision-taking. Dr. Yasser, to talk about the initiative. C'est une session multilangue. Je vais continuer la présentation en arabe, peut-être, ou espagnol. Bon, je vais choisir une autre langue pour continuer. Mais bon, pour l'instant, pour finir, pour le déjeuner, nous avons ici recensé quelques initiatives dans le monde, en fait, et dans le bassin méditerranéen, qui parlent, en fait, soit des effets nocifs, soit des effets d'adaptation, soit des effets, soit des recommandations pour la documentation. Donc, je laisse les liens ici. Moi, j'ai fait quelques captures d'écran.
Moi, je répète une fois, cette présentation sera mise à votre disposition, donc vous pouvez cliquer sur ces liens-là. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres liens et d'autres sites web qui parlent de ça. Là, ici, j'ai recensé quelques initiatives autour de la Méditerranée. Non, je crois qu'il y a... Il y a un slide qui n'a pas, oui, qui n'est pas là. Donc, ok. Donc, j'ai six villes autour de la Méditerranée dans lesquelles j'ai trouvé des mesures qui ont été faites soit par la municipalité, soit par la ville elle-même, soit par le gouvernement, pour combattre les effets nocifs du changement climatique. Ici, j'ai trouvé aussi pour vous ce rapport assez récent en 2022 et qui parle de l'adaptation des villes côtières pour l'élèvement de comment? L'élévation du niveau de la mer. Ok. Oui. Ah oui, ça c'est le slide que j'ai cherché tout à l'heure. Donc là, on parle de Barcelone, Venise, Athènes, et on parle ici de Marseille, Izmir en Turquie et Tunis en Tunisie. Et bien sûr, il y a aussi la ville d'Alexandrie. On peut la trouver aussi dans la littérature. OK. Bon. Conclusion et recommandations. Donc, voici les recommandations de l'étude qui a été faite par Hend, que je considère comme des conclusions pour cette présentation. Donc là, nous allons des lignes directives pour la conception dans les villes côtières, pour la ville d'Alexandrie. Nous avons ici les lignes directives pour les bâtis, comment fait-on le bâti pour essayer en fait de diminuer un petit peu les effets nocifs. Et puis, j'ai ici, je crois que... non, ce n'est pas celle-là. Voilà, les recommandations pour les milieux universitaires, puisque nous sommes dans les milieux universitaires. Donc, que peut-on faire comme universitaires, comme nous? Moi, je travaille à l'université aussi. Vous êtes des étudiants des universités. Peut-être vous êtes aussi dans les milieux universitaires d'un point de vue à l'autre. Donc, que peut-on faire pour combattre ces effets nocifs de changement climatique? Donc, nous avons ici quelques recommandations pour vous. Comme il a dit Hend tout à l'heure aussi, on souhaite que peut-être parmi vous, 2, 3, 5, 10 personnes soient intéressées par ce sujet-là et approfondir un petit peu dans ce sujet. Peut-être beaucoup de statistiques, analyser les données, analyser pas mal des choses qui viennent. Et ce qui est intéressant aussi sur le changement climatique, c'est que c'est un processus qui ne s'arrête pas. C'est-à-dire, c'est un processus qui a débuté peut-être il y a 2 millions d'années et cette processus va continuer dans le futur, aujourd'hui, demain et après-demain. Donc, nous aurions toujours des données, mais il faut peut-être les analyser et c'est pour ça que j'ai dit, c'est peut-être l'occasion pour vous et pour nous aussi, comme enseignants à l'université, de travailler ensemble sur cette problématique et essayer de trouver des solutions. Voilà, donc c'est tout ce que nous avons à dire pour l'instant. Je sais que on ne vous a pas dit quelles sont les solutions, parce qu'on n'a pas vraiment des solutions concrètes pour combattre le changement climatique, mais ça reste un travail à faire, un travail en continu, à continuer aujourd'hui, demain et après-demain. Merci bien et j'espère qu'il ne fait pas froid comme par avant. Merci. Merci. Merci, oui. Peut-être les solutions étaient aussi un peu dans l'exposé précédent, hein, et on peut continuer à en discuter. Donc d'ici 2050, quand même, environ 1,4 milliard de personnes menacées dans le monde, dans 570 villes côtières du fait de la montée des eaux. C'est énorme.
Et on a suivi le cas d'Alexandrie, mais surtout la perception que les habitants d'Alexandrie ont du changement climatique. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens sont conscients du changement climatique, ils sont conscients des effets qu'ils subissent tous les jours. Et heureusement, ils ont quand même... Ils ne sont pas fermés à l'idée de faire quelque chose. Et je crois que c'est ce qui est intéressant. Ils sont prêts à payer pour faire face à ça. Ils sont prêts à mener des actions. Ils n'attendent pas que ce soit le gouvernement qui leur fasse tout. Alors, last but not least, on va du côté des ONG maintenant. Madame Nour Hazem, qui est la coordonnatrice de la recherche et du développement chez Banlastic Egypte. Banlastic Egypte, c'est une entreprise sociale dont le but depuis 2018 est d'éliminer l'usage unique du plastique en faisant entre autres la promotion d'alternatives et en éduquant le public. Madame Nour Hazem, avec des études en sciences politiques à l'Université d'Alexandrie, a plus de 5 ans d'expérience dans le domaine de l'action climatique. Elle fait partie de plusieurs groupes internationaux dont EUGIL Connect, la communauté Global Shapers et le Climate Reality Project. Elle a pris part à plusieurs dialogues internationaux sur le climat, dont la COP 27, et elle a travaillé aussi comme consultante pour la GIZ d'Égypte pour l'organisation du 2e Forum national sur l'avenir du travail. Depuis mars 2023, elle est chef de projet à l'incubateur d'entreprise Mostadam, qui a été mise en œuvre dans le cadre du programme conjoint ONU Femmes, ONUDI, autonomisation des femmes pour une croissance inclusive et durable en Égypte. Donc sa présentation porte sur une transition juste pour un monde durable, ne laissant personne de côté. Madame Nour Hazem, vous avez la parole. Merci beaucoup. I think everyone is tired. All right. Imaginez un monde où tout le monde a une chance égale de prospérer dans une économie équitable, où chaque femme, chaque homme, chaque jeune, chaque personne touchée de manière disproportionnée par la crise climatique est en mesure de bénéficier de l'économie sans épuiser les ressources environnementales et surtout sans laisser personne de côté. C'est le monde qu'une transition juste s'efforce d'étendre. Bonjour à tous. Je tiens à remercier le Centre d'activité francophonie de la Bibliothèque Alexandrina pour cette invitation. Je suis honorée de faire partie d'un groupe d'experts aussi inspirants. Et peut-être que l'introduction a révélé trop sur moi. Je suis Nour Hazem, militante pour la justice climatique et coordinatrice de la recherche et du développement chez Banlastic Egypte. Et quelqu'un a-t-il déjà entendu parler de Banlastic Egypte? Oui. Alors, aujourd'hui, c'est donc votre jour de chance. Banlastic est une entreprise sociale qui travaille d'interdiction du plastique à usage unique et d'autonomisation des jeunes dans le domaine de l'action climatique à travers des campagnes de sensibilisation, plaidoyer politique ainsi que la production d'alternatives durables. Et aujourd'hui, je viens représenter Banlastic pour parler d'un thème qui me tient à cœur en français. Un avertissement, c'est la première fois que je fais une présentation au français, alors s'il vous plaît, soyez gentils. Ainsi, la transition juste. Qu'est-ce que cela signifie? Qui en est responsable? Et pouvons-nous faire quelque chose à ces sujets? Avant d'apprendre tout cela, nous devons prendre un peu de recul. Tout a commencé à cette date. Quelqu'un sait ce qui s'est passé dans ces années-là? Oui? Non? Alors, c'est l'année de la révolution industrielle. Une date très heureuse pour les capitalistes, laissez-moi vous le dire. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient.
nous avons commencé à produire en masse et à dépendre de plus en plus de combustibles fossiles dans nos industries. Et nous avons construit plus et à consommer plus. Alors, qu'y a-t-il de mal à cela? Well, laissez-moi vous dire presque tout. Parce que cette date a été l'un des jours plus tristes pour l'environnement, pour les générations actuelles et futures et pour l'économie. C'est à cette date que la crise climatique a commencé à prendre de l'ampleur. Vous vous demandez peut-être comment la crise climatique nous affecte-t-elle? Eh bien, la crise climatique nous affecte de plusieurs façons. Par exemple, cela a culminé et a exacerbé l'élévation du niveau de la mer. La plupart des villes côtières sont menacées par l'élévation du niveau de la mer, y compris notre bien-aimée Alexandrie. Et cela affecte la biodiversité marine, ainsi affectant de plus en plus d'industries de la pêche. Et cela affecte également l'agriculture où des événements météorologiques extrêmes comme les vagues de chaleur détruisent nos cultures, par exemple les cultures de mangue. En plus de l'élévation du niveau de la mer qui entraîne une augmentation de la salinité du sol, entravant ainsi la plantation de certaines cultures. Cela affecte donc notre sécurité alimentaire et hydrique. Et par conséquent, pour un pays agraire, le changement climatique peut être un suicide économique. Sans parler du rôle que joue le changement climatique dans l'alimentation des conflits et de la crise des réfugiés qui affecte également l'économie. En conséquence, l'économie, qui était la principale préoccupation des capitalistes, est devenue la principale victime de la crise climatique, où il y a environ 1,1 billion de dollars de pertes économiques au cours de la décennie jusqu'en 2019 en raison de changement climatique selon le Forum économique mondial. Alors, comme le système économique actuel ne fonctionnait pas, on s'est rendu compte qu'il fallait passer à une économie verte plutôt qu'à une économie brune. C'est à ce moment-là qu'est né le terme de transition écologique ou la transition verte. Mais sur les transitions vertes, c'est accompagné de beaucoup d'obstacles et de craintes. Tout d'abord, au niveau des pays, les pays en développement qui étaient majoritairement dépendants des énergies fossiles sont invités à modifier leurs pratiques sans disposer de suffisamment de financement ou de technologiques. Et les pays en développement ont besoin d'au moins 6 000 milliards de dollars d'ici 2030 pour atteindre moins de la moitié de leurs objectifs actuels en matière d'action climatique, selon la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et deuxièmement, pour certaines entreprises et industries, notamment pétrolières, la notion de transition verte est menacée. Et d'autre part, la notion de transition écologique présentait également une opportunité, une occasion de faire en sorte que le nouveau système économique soit plus inclusif et plus juste, en particulier pour les personnes les plus touchées par la crise climatique, comme les femmes, les pauvres, les petits pêcheurs et les agriculteurs. C'est à ce moment-là que l'importance d'une transition verte juste a été soulignée. Alors, quelle est la transition juste? Selon l'Organisation internationale du travail, la transition juste est définie comme suit. Rendre l'économie plus verte d'une manière qui soit aussi équitable et inclusive que possible pour toutes les personnes concernées, en créant des opportunités de travail décentes et en ne laissant personne de côté. Le titre de ma présentation. Et comment pouvons-nous parvenir à cette notion apparemment utopique d'une transition juste?
Alors, il y a beaucoup de recommandations. Nous avons besoin de veiller à ce que des financements soient fournis aux pays en développement pour leur donner les moyens d'agir dans le cadre de cadres environnementaux tels que le Fonds vert pour le climat, the Green Climate Fund, et investir dans le capital humain par le biais d'efforts de réqualification et d'amélioration des compétences du travailleur déplacé, qui est le travailleur, comme le travailleur occupant d'emplois polluants, comme dans les industries des combustibles fossiles pour travailleurs dans des emplois plus durables comme les énergies renouvelables, par exemple. Et 3, nous avons besoin des efforts de recherche et de développement qui être entrepris pour identifier les innovations et les technologies qui pourraient faciliter la transition dans les pays et en développement en moindre coût. Et ces efforts doivent toutefois adopter une approche fondée sur les besoins afin d'identifier les défis auxquels sont confrontées les communautés les plus vulnérables à la crise climatique, afin de trouver des solutions viables pour celle-ci. Et nous avons besoin de également adopter des politiques climatique sensibles au genre qui garantissent que les femmes ne sont pas laissées de côté dans la transition. Des politiques qui investissent également dans l'éducation climatique des femmes et dans la démystification de la domination masculine des emplois STEM sous l'idée qu'il s'agit de professions masculines. Mettre en place des mécanismes de responsabilisation qui suivent les projets d'entreprise dans la réalisation de leur engagement en faveur de zéro émission nette et qui prennent en compte les indicateurs sociaux par le biais d'une évaluation de la transition juste. 6. Établir des ponts de communication entre les gouvernements et les personnes vulnérables en première ligne des bouleversements climatiques par le biais du dialogue qui discute de la manière dont les communautés vulnérables peuvent être incluses dans une transition vers juste. Et 7. Nous avons besoin de la mise en place de normes et de standards unifiés sur ce à quoi ressemble un projet de transition vers juste afin d'éviter l'éco-blanchiment ou greenwashing. Alors, à qui incombe la responsabilité de parvenir à une transition juste, selon vous? À qui? Oui, puis tout le monde. Au niveau mondial, la responsabilité incombe principalement aux pays du Nord ou aux pays dits de l'annexe 1 selon le cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Mais elle incombe aussi aux pays du Sud en vertu de la notion de responsabilité commune mais différenciée et de capacités respectives, common but differentiated responsibilities and respective capabilities. En outre, il incombe aux banques multinationales de développement comme la Banque africaine de développement et la Banque européenne pour la Reconstruction Development de financer des projets de transition juste. Et au niveau national, il incombe au gouvernement d'adopter des politiques qui incitent les entreprises à effectuer la transition et récompensent
celles qui ont fait la transition vers des pratiques durables, et en plus de promouvoir les politiques de pollueur payé, or polluter pays policy. En outre, le gouvernement devrait également mettre en place des réglementations qui protègent les droits des travailleurs déplacés et garantissent leur participation active à l'économie verte. Et 5, la responsabilité incombe également aux syndicats et aux groupes des femmes de jouer leur rôle de chien de garde et de faire pression sur le gouvernement et les entreprises pour qu'ils veillent à ce que les droits des travailleurs soient protégés à la lumière de la transition juste. Et 6, il vous incombe également de demander des comptes au gouvernement, de sensibiliser le public à la transition juste et d'innover de manière à apporter des solutions équitables à la crise climatique qui soient économiquement durables. Et enfin, et surtout, une transition juste n'a pas seulement un sens sur le plan environnemental, mais aussi sur le plan économique et social. Il s'agit d'une vision visant à assurer un monde plus durable et plus résilient qui veille à ce que personne ne soit laissé pour compte. Et en fin de compte, permettez-moi de conclure en disant qu'il n'y aura pas de transition juste et globale qui fonctionne il n'y aura pas de transition juste et globale dans l'existence de systèmes d'apartheid et colonialistes qui fonctionnent au mépris total des droits de l'homme, de la justice sociale et des droits environnementaux. These are my LinkedIn accounts and references. Merci. 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 Donc, une transition qui ne laisse personne de côté. Donc, important de prendre en compte toutes les couches et la responsabilité, elle est commune. Malheureusement, le temps qui nous est imparti n'est normalement pas terminé. C'est à cause de vous qu'on est pressé par le temps parce que on a pris près de 30 minutes de retard ici, mais malheureusement, il faut qu'on arrête parce que normalement, on devrait libérer la salle à 14 heures. Mais je vais prendre 2 personnes pour des questions très rapides et des réponses très rapides. D'accord? Donc, si quelqu'un veut parler, la personne se rapproche du micro. S'il n'y a pas de micro, la personne, oui, je vois 2 mains. Pas de main ici, n'est-ce pas? Oui, on ne pourra pas prendre tout le monde. Vous allez continuer les débats après, d'accord? Oui? Je m'appelle Mariam Ourigoy-Pogui. Je suis auditrice en gestion des aires protégées de la biodiversité à l'Université Senghor. Ma question s'adresse à M. Abdourahmane. Et vous avez parlé des priorités de la BAD. Vous avez parlé de l'industrialisation et ça fait partie aussi des objectifs de la ZLECAf. Ma question est de savoir comment la BAD envisage-t-elle de promouvoir la durabilité environnementale, vu que l'économie de l'Afrique est basée sur l'exploitation des ressources naturelles. Merci. OK, le prochain. Et puis, une personne... Bonjour à tous et merci pour les magnifiques panels. Je suis Dubois, du département environnement à l'Université Senghor. J'ai une question qui est sur 2 volets en fait. Je vais poser rapidement. Est-ce que vous pensez que payer continuellement pour les dommages est juste pour les populations qui subissent ces dommages? Et ma deuxième question, c'est par rapport est-ce que le développement durable est équilibré sur le plan mondial? C'est-à-dire, les pays qui ont déjà atteint un certain niveau de développement, est-ce que vous pensez que c'est juste d'intégrer les aspects économiques, sociaux et environnementaux pour des pays qui n'ont pas encore atteint les modèles de développement durable? Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Je félicite aussi tous les membres du panel pour la qualité des exposés. Je suis Honoré Boline et je suis auditeur en gouvernance et management public. Ma question s'adresse à M. Anna de l'AFD. D'abord, lorsque vous accompagnez les acteurs de régulation, que ce soit bancaire ou non bancaire, je me dis, cet accompagnement, les experts qui viennent, est-ce qu'ils y bénéficient, qui les prend en charge? Est-ce que c'est l'argent mobilisé pour aider qui prend en charge les dépenses pour les experts qui viennent? Alors, si dans ces cas, si oui, nous sommes dans la question, l'épineuse question de l'assistance technique, que fait exactement l'AFD? Parce que dans le livre d'Ambissa Moyo, on s'est rendu compte aussi que l'assistance technique retire une grande partie de l'aide qu'on apporte pour le développement. Qu'est-ce que vous faites pour que vous ne puissiez pas être toujours là en train d'accompagner, mais plutôt que ces acteurs soient en mesure eux-mêmes de continuer le travail? Parce que ça fait un peu longtemps que vous êtes là. Ok, merci beaucoup. Je vais donner la parole aux deux premiers qui ont été indexés là, mais essayez de répondre en 1 minute. Et après, comme Monsieur Lucet a abordé un peu le sujet, je vais lui donner aussi 1 minute pour ajouter quelque chose et on va arrêter là. Oui, vous avez... Merci beaucoup. Pour faire court, Industrie de l'Afrique, priorité opérationnelle de la banque, absolument, parce que nous sommes d'avis que nous avons besoin donc de transformer nos ressources naturelles, de ne pas les exploiter en l'état. Et pour ce faire, on a besoin de créer des industries en Afrique. Ceci étant dit, quelle industrie? Je pense que c'est là où la question de la durabilité intervient. Parce qu'il y a des secteurs où nous sommes d'avis qu'il ne faudrait pas donc intervenir, notamment le charbon, hein, pour donner un exemple. Nous sommes d'avis au niveau de la BAD qu'il ne faudrait pas donc investir dans le charbon. Donc même si la justification économique est là, parce qu'on a besoin pour s'industrialiser d'acier, et pour l'acier, il faut du charbon. Mais néanmoins, nous pensons que c'est un secteur dont il faudrait pas, ou lequel il ne faudrait pas intervenir. Deuxièmement, les politiques que nous mettons en place au sein de la banque, quand nous finançons des projets de développement, donc il y a des mesures de sauvegarde environnementale et sociale. Je pense qu'ils sont assez stricts. Donc tout ce que nous finançons, nous nous assurons que les projets n'impacteront pas négativement l'environnement. Il n'y aura pas d'impact social sur les populations concernées. Et si tel était le cas, nous nous assurons que l'impact est minimum. Et aussi qu'il y a des plans et des ressources mis à disposition pour réduire les effets néfastes de ces projets que nous finançons, sur l'impact sur l'environnement, l'impact sur les populations. Donc voilà un peu ce que je voulais dire pour faire court. Mais c'est un sujet qui est bien sûr assez intéressant. On pourrait parler plus largement. Merci. Merci. Alors, je me permets de répondre à la question ici. En fait, très bonne question et merci de l'aborder parce que c'est très intéressant. Très bonne question, franchement. Oui, très brièvement parce qu'il n'y a pas de temps. Donc, en fait, je te réponds par 2 points. Donc, déjà, la première question, qui prend en charge? Donc, bien sûr, c'est l'AFD, c'est l'Agence française de développement qui le prend en charge, soit par des subventions du gouvernement français, soit par des fonds délégués, le blending qu'on a abordé. En fait, des subventions qui viennent soit de l'Union européenne, soit de Green Climate Fund qui a été mentionné en fait tout à l'heure, le fonds vert pour le climat. Donc voilà, ça c'est la première partie de la question. Et très rapidement sur la deuxième partie, et ça c'est très intéressant et comme sujet, donc merci de l'aborder et de le mettre sur la table. En fait, l'idée, nous on a 3 objectifs comme j'ai bien présenté dans ma petite présentation. Donc déjà 1, accès et 2, transition. Donc nous on est là pour cette partie de transition là. Donc nous on accompagne nos acteurs avec qui on travaille ici en Égypte. Donc oui, on mobilise des experts. Oui, les experts ne sont pas à vie, ils sont là pour 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça, c'est la durée moyenne. Mais après, le rôle de cet expert, c'est pas de faire le rôle des acteurs ici, c'est pas de faire le rôle des banques. Mais par contre, c'est d'appuyer les banques et de leur valeur ajoutée, de leur dire
OK, pour intégrer des critères extra-financiers dans votre assessment, il faut faire 1, 2, 3. Donc, et c'est ça l'impact durable, en fait, parce qu'une fois que ces experts-là partent, une fois que le budget est terminé, il faut qu'on aille un impact qui dure, et c'est ça la transition, et c'est ça l'accompagnement. Donc, ce n'est pas juste pour une durée, mais c'est un impact qui dure pour des années et des années après. Merci encore une fois pour la question, et après, il y a des... Mais, très rapidement, par rapport au... Est-ce que le développement durable est équilibré? Non, il ne l'est pas. Les situations, voilà, c'est une problématique qui est extrêmement complexe. Maintenant, je pense qu'il est du devoir de tous les pays de prendre des mesures d'adaptation au niveau des infrastructures. Les mesures d'adaptation, on estime qu'ils coûtent plus ou moins 3% en plus. C'est de l'ordre du faisable. Et en termes de mitigation, l'obligation de transition est d'abord au niveau des pays du Nord. En même temps, on espère qu'il y aura des fonds et des technologies qui seront disponibles pour favoriser la diffusion de ces technologies. Donc pas de miracle, mais voilà, on va essayer de faire de notre mieux par rapport à la réalité à laquelle on fait face. Merci beaucoup. C'est vraiment dommage, on n'a pas le temps d'échanger plus ici, mais je crois qu'on peut encore échanger dans les couloirs et tout. Je m'excuse auprès de tous les membres du panel. Tout le monde ne peut pas avoir la parole maintenant. On a suivi avec intérêt un peu la finance, je vais dire, climatique, la finance verte et tout, les impacts que les impacts que nos actions sur l'environnement, en fait, ont sur nous et des pistes de solutions, je vais dire. On a beaucoup appris. Merci encore à vous tous. Et malheureusement, le temps nous fait des fois, on ne peut pas continuer. Mais je vous exhorte à les aborder et à continuer les débats avec eux. Merci encore à tout le monde et bon après-midi.